Bonjour à tous, bienvenue dans cette première masterclass de Parents pour demain. J'ai le plaisir d'accueillir Céline, qui est une professionnelle de l'accompagnement du lien parent-enfant, du lien adulte-enfant même au sens large. Et aujourd'hui, on va parler de TDAH, donc du trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. C'est elle la professionnelle sur ce sujet, je ne suis là juste pour animer. Donc, je vais surtout lui laisser la main. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet de cette grande question, je voulais quand même prendre quelques petites minutes pour vous présenter Parents pour demain. Parents pour demain, c'est les prémices d'un super projet qu'on mène avec Smadi à Vital. Et l'idée, c'est d'accompagner les parents d'adolescents. On s'est rendu compte, on est toutes les deux thérapeutes, donc on voit beaucoup de parents dans notre cabinet et qu'il y avait quand même cruellement un manque d'accompagnement des parents au sens large et particulièrement des parents d'adolescents. Donc, l'idée, c'est de proposer des contenus qualitatifs, donc pas un post sur Instagram, mais vraiment du contenu de qualité. C'est pour ça qu'on recherche les meilleurs professionnels et c'est pour ça qu'on a trouvé Céline sur le TDAH, qu'il n'y a pas mieux pour parler de ce sujet. Et on fait ça sur d'autres sujets, la confiance, la sexualité, les écrans, etc. Et l'idée, c'est de vous proposer des contenus hyper qualitatifs sous forme de vidéos pour que vous puissiez avoir vraiment toutes les compétences pour accompagner votre adolescent sur ces thématiques actuelles. Donc voilà, ça va être une plateforme. L'idée, c'est de faire quelque chose en ligne et de derrière créer une communauté pour se sentir soutenu par des pairs, parce qu'au final, on se rend compte aussi qu'on vit un peu tous les mêmes galères avec nos enfants, quel que soit leur âge, et que quand on est soutenu par des pairs, c'est quand même beaucoup plus simple. Donc voilà, c'est pour ça que dans ce petit slide, vous voyez, l'idée, c'est de vous faire rêver avec, imaginez un site en ligne où vous avez toutes les ressources vidéo réalisées par des professionnels pour apporter des clés pour comprendre et accompagner vos ados afin de retrouver un peu d'harmonie et de sérénité dans votre foyer, parce qu'il faut dire que parfois les portes claquent un peu fort et ça peut être un peu compliqué. Pour affiner notre projet, parce qu'on est dans les prémices, on recherche 10 familles. Donc, si vous regardez cette vidéo en live ou en replay, n'hésitez pas à nous faire signe par mail. On n'aura pas beaucoup de temps à vous prendre, mais en tout cas, un petit questionnaire et un entretien. L'idée, c'est de vraiment affiner le besoin que vous avez, vérifier les sujets, tout ça. En tout cas, on veut vraiment être au cœur de votre besoin. Donc, on lance un petit bounty dans cette première masterclass. Et maintenant, je vais laisser la main à Céline qui va se présenter et puis qui va nous parler ensuite du TDAH. À toi. Alors attends, hop, j'active le micro. Voilà. Bonjour à tous, je suis vraiment super contente d'être là et puis d'ouvrir cette série de masterclass qui sera organisée par Parents pour demain et de faire partie pleinement de ce projet dès sa germination parce que je trouve que c'est vraiment un magnifique projet. Donc, je vais me présenter en quelques phrases. Je m'appelle Céline Fratia-Levoir et je suis facilitatrice de la relation adulte-enfant. C'est-à-dire que mon objectif, c'est d'aider les adultes, en premier lieu les parents, mais pas que, à avoir des relations plus sereines avec leurs enfants, qui soient exemptes de violences éducatives, et puis qui permettent aussi de développer pleinement l'estime de soi et la confiance en soi, non seulement des enfants et des ados, mais aussi des parents, parce qu'on en a souvent un peu besoin. Alors, je suis moi-même maman de deux adolescentes qui ont 12 ans et 15 ans, qui sont toutes deux à haut potentiel intellectuel et avec un TDAH, donc le sujet qui nous occupe ce soir, donc un trouble du déficit de l'attention en ce qui les concerne avec hyperactivité. Et puis, j'ai décidé, suite à un burn-out, d'entamer une reconversion professionnelle à 180 degrés après avoir eu une première vie en tant que juriste et manager et de me lancer dans ce métier qui me passionne concernant et de le créer, donc concernant la relation adulte-enfant. Donc, j'ai choisi d'accompagner plus particulièrement les mamans d'enfants à haut potentiel intellectuel et TDAH, et puis de former également les professionnels de l'enfance. Pour tout ça, je me suis formée à l'accompagnement respectueux des enfants auprès de l'IARE. J'ai choisi aussi plus récemment de me former en tant que thérapeute. Donc, je suis praticienne en méthode PIT, qui sont en fait des thérapies brèves qui s'apparentent à des psychothérapies corporelles, psychocorporelles, voilà, des méthodes psychocorporelles et émotionnelles et qui vont être très utiles, qui me sont déjà très utiles dans l'accompagnement des mamans
parce qu'elles permettent de dépasser des croyances limitantes et ça, on en a vraiment besoin en matière de parentalité, de dépasser aussi des blocages et puis, bah, de libérer des traumas, notamment tous ceux qui peuvent ressurgir quand on devient parent et que inconsciemment, bah, il y a plein de choses de notre enfance qui remontent à la surface et qui viennent interférer dans les relations qu'on peut avoir avec nos enfants. Pour ce qui est des formations, donc j'organise des formations principalement à destination des professionnels de l'enfance, mais qui peuvent être suivies aussi, pour plusieurs d'entre elles, par des parents. Donc j'ai notamment mis au point une formation sur, repenser la relation adulte-enfant dans l'éducation, qui a déjà été suivie par des personnes qui travaillent avec la petite enfance, garde d'enfants à domicile, assistante maternelle aussi. Et puis, là, je suis en train de faire une formation plus spécifiquement pour les 0-3 ans, donc qui va peut-être moins intéresser les personnes qui sont là, sauf s'il y a des petits frères et petites sœurs. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah, en fait, je suis passionnée par la relation adulte-enfant depuis que j'ai été enceinte de ma fille aînée et j'ai pu constater que c'était pas aussi simple que je l'espérais. J'ai compulsé plein de bouquins depuis 15 ans, participé à des ateliers, des formations, je me suis faite accompagner et puis, bah, j'ai découvert aussi petit à petit que mes filles étaient à haut potentiel intellectuel et puis un peu après qu'elles avaient toutes les 2 un TDAH et là, ma vision de la parentalité, en fait, ne collait plus avec ce que les professionnels la plupart des professionnels de santé en France proposaient. Je vous en reparlerai tout à l'heure, notamment en matière de guidance parentale. Donc c'est pour ça que j'ai choisi aussi de faire, bah, de profiter de toute cette expérience que j'avais pu, moi, acquérir, aussi bien d'un point de vue professionnel que personnel, de me dire: «Bah, moi, je vais accompagner les mamans d'enfants, notamment TDAH, pour leur permettre de trouver la posture parentale qui leur convient et qui convient à leur enfant». Sachant que, voilà, bah, il y a pas de méthode miracle et cetera, mais par contre, il y a des choses qu'on peut faire ensemble pour pouvoir, réussir à avoir de meilleures relations avec ses enfants. Alors n'hésitez pas à mettre dans le chat aussi, si vous avez des enfants qui sont déjà diagnostiqués TDAH et puis leur âge. Ça m'intéresse aussi de voir tout ça, donc tous ceux qui sont là en live en tout cas. Donc concernant le TDAH, ouais, petite précision juste avant de passer à la suite. J'ai choisi de me tourner énormément grâce au conseil d'une amie américaine vers la littérature, plutôt québécoise et américaine parce qu'ils ont une réelle avance par rapport à nous sur le TDAH. Ils ont notamment beaucoup plus de recul, hein, sur, tout ce qui est guidance parentale et puis, bah, beaucoup d'auteurs que je suis prennent en compte pleinement l'avancée qu'on a connue dans les neurosciences affectives et sociales ces 20 dernières années, ce qui malheureusement n'est pas encore forcément le cas chez les professionnels, du TDAH en France. Donc je suis, hein, au quotidien en fait des auteurs, américains dont je vous reparlerai, psychologues ou coachs. Je me suis formée aussi, sur la question du TDAH auprès d'une université québécoise. Voilà. Donc je vois qu'on a au moins une maman qui a un enfant de 9 ans TDAH. OK. Pour les autres, n'hésitez pas à indiquer, hein, ou si ce n'est pas le cas même, à nous dire que ce n'est pas le cas. Alors c'est parti. Ce que je vous propose dans cette, masterclass, bah, c'est de voir un petit peu qu'est-ce que le TDAH, quelles en sont les manifestations, ce qu'on appelle les symptômes d'un point de vue clinique. Qu'est-ce que le diagnostic et comment il se pose et quel est son intérêt? Et puis de vous donner aussi, bah, que vous puissiez repartir de cette masterclass avec 2 adultes pour commencer à désamorcer les relations si elles deviennent conflictuelles avec votre enfant ou votre ado. Une petite précision, l'adolescence, Lucille et Smadi qui sont à fond sur cette plateforme n'hésiteront pas à venir compléter si besoin. Mais l'adolescence, on considère en fait, qu'elle commence au plus tard, aux alentours de 12 ans, mais avant on parle de préadolescence, même dès l'âge de 8-9 ans. Donc voilà, et puis tout ce qui va se dire ce soir va pouvoir concerner aussi les enfants, même un peu plus jeunes, hein. Je vois qu'on a une autre maman qui nous dit alors Hélène, donc on a Véronique qui a un enfant de 9 ans TDAH, Hélène qui a un garçon de 11 ans déclaré TDAH depuis 2 ans,
Kat, qui a une fille de 15 ans, pour le moment bilan neuropsy orthophoniste uniquement, faiblesse mémoire de travail et troubles attention soutenue, bilan réalisé en cours d'année de 3e suite à chute des résultats scolaires et difficultés d'organisation à la maison. Ok, bah je vois, on a connu ça, moi, avec ma fille aînée, une chute, elle, en seconde, effectivement aussi. Bon, donc vous êtes soit diagnostiqué, soit sur la voie, avec une très forte probabilité de TDAH, j'imagine, pour Kat. Constance, ton fils de 10 ans et demi qui a fait un bilan, résultat difficile à comprendre. Votre fils n'a pas de TDAH, mais un trouble manifeste d'hyperactivité et il a surtout un problème avec l'impulsivité. Ok. On va parler des diagnostics, du fait qu'effectivement, il peut y avoir aussi d'autres facteurs qui expliquent l'hyperactivité ou l'impulsivité. Et puis surtout, l'importance de le faire chez un professionnel qui est pleinement sensibilisé au TDAH et qui va pouvoir détecter d'éventuels biais dans les tests. Voilà, en tout cas, les conseils qui seront donnés pourront de toute façon s'appliquer, que le diagnostic soit posé ou pas. Alors, le TDAH, vous en avez donc déjà entendu parler. Je ne sais pas quel est votre niveau d'information à chacun. On va repartir de la définition. En fait, le TDAH, il est défini comme un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et il est considéré comme ce qu'on appelle un mode persistant d'inattention et ou d'hyperactivité et d'impulsivité, sachant que ces caractéristiques d'inattention ou d'hyperactivité et impulsivité, elles vont interférer avec le fonctionnement ou le développement de l'enfant et donc poser problème dans la vie quotidienne et au-delà. La source, c'est le DSM-5, le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux et des troubles psychiatriques. Alors, ce sont des termes qui font un peu froid dans le dos, je trouve, personnellement. Alors, effectivement, le TDAH est classifié comme relevant des troubles mentaux, voire pour certains, ils l'assimilent donc à une maladie. Alors, certes, s'il y a des challenges, moi, ce que je vais vous proposer aussi ce soir, c'est quand même de changer un peu de vision par rapport au TDAH et de se dire qu'au-delà des challenges qu'il y a, qui sont réels, je ne nie pas vraiment les difficultés qu'on peut rencontrer quand on est parent d'un enfant TDAH et les difficultés qu'on peut rencontrer aussi en tant qu'enfant ou ado TDAH, parce que ce n'est pas simple à vivre pour eux avant tout. Au-delà de ça, il y a quand même finalement plein de forces en matière de créativité, de trouver des solutions qui sortent de l'ordinaire, etc. Autant de choses qu'il faut veiller, nous, en tant que parents, à ne pas brimer. Et finalement aussi, ces challenges, ces difficultés, elles sont d'autant plus importantes qu'on vit dans une société où malheureusement, il faut le plus possible rentrer dans les cases et s'adapter. Et quand on est TDAH, on a un cerveau qui est câblé différemment et s'adapter, ça peut être vraiment, vraiment très compliqué, même si on en a envie. Donc, c'est qualifié de trouble neurodéveloppemental. La catégorie des troubles neurodéveloppementaux, elle concerne le TDAH, tous les troubles 10, dyspraxie, dysphasie, dyscalculie, dyslexie. Elle concerne aussi ce qu'on appelle maintenant le trouble du spectre autistique, qui auparavant était appelé autisme, mais en fait, on s'aperçoit qu'il y a tellement tout un panel de manifestations qu'on parle plutôt de spectre. Et personnellement, je pense que ça vaudrait le coup que ça soit le cas aussi avec le TDAH, parce qu'il n'y a pas un TDAH, mais des TDAH, avec des particularités vraiment pour chacune des personnes concernées, même si on retrouve des traits communs, bien sûr. Donc le TDAH en France, il concernerait 5 à 6% des enfants, avec une prévalence chez les garçons de l'ordre de 2 garçons pour une fille. Donc on le retrouve beaucoup plus chez les garçons, qui ont tendance aussi à être plus dans l'hyperactivité, donc du coup un peu plus facilement détectés, parce que très souvent, on va plutôt avoir tendance à se lancer dans un diagnostic quand on voit un enfant qui présente justement de l'hyperactivité ou de l'impulsivité, pas forcément s'il y a juste, entre guillemets, juste une inattention. Et puis sachez que le TDAH, on le retrouve aussi encore à l'âge adulte. On a même de plus en plus des personnes qui sont diagnostiquées maintenant à l'âge adulte, qui n'ont pas été pendant l'enfance. Et on considère que la prévalence à l'âge adulte, c'est autour de 2%, 2,5%, mais il y a certainement aussi un sous-diagnostic. Mais en fait, beaucoup d'enfants ou d'ados TDAH, petit à petit, vont réussir à s'adapter et finalement, le TDAH ne posera plus forcément de problème à l'âge adulte.
Alors, il y a 3 profils de TDAH. On va voir plus en détail, hein, comment on arrive à déterminer quel est le profil tout à l'heure. Il y a le profil inattentif, c'est-à-dire, un enfant, un ado qui ne va avoir, que, entre guillemets, «des problèmes dits attentionnels». On va avoir le profil hyperactif impulsif, donc uniquement des problèmes d'hyperactivité ou d'impulsivité. Et puis une catégorie quand même, assez large, c'est, le combiné, c'est-à-dire à la fois inattention et hyperactivité, impulsivité. Et donc tout ça, on va pouvoir le définir dans le cadre du diagnostic. Vous m'excuserez ma voix, je suis un peu malade, du coup la voix est un peu éraillée. On t'entend très bien en tout cas, Céline, Ouais, c'est c'est bon? OK, impeccable. Alors, en fait, pour savoir si une personne, un enfant est TDAH ou pas, les professionnels dont on va revenir sur lesquels il s'agit tout à l'heure, vont se baser sur les critères qui ont été, mis en place dans le cadre du DSM-5, donc le fameux, manuel de diagnostic. Sachant que le TDAH est apparu il y a que quelques dizaines d'années, hein, avec la version numéro 4 du manuel. Même si on retrouve dans la science, des traces de, d'études de comportements, relevant de ce qu'on appelle aujourd'hui le TDAH dès la fin du XVIIIe siècle. Mais à l'époque, on pensait que c'était plus lié à des problèmes d'éducation, que ce soit à la maison ou à l'école. Et malheureusement, vous le connaissez, vous le savez peut-être, vous l'avez peut-être vécu, la société nous renvoie encore assez souvent que, le TDAH, en fait, c'est une bonne excuse pour des enfants qui manquent de cadre, de limites éducatives, qui, ne sont donc pas cadrés par leurs parents et très souvent en plus, d'autant plus par leur maman. Si vous avez déjà connu ces remarques-là, n'hésitez pas à me le dire dans le chat, je pense qu'on sera beaucoup à se sentir moins seul. Donc les critères pour que le diagnostic soit posé, c'est qu'il faut avoir parmi les différents signes d'inattention ou d'hyperactivité, impulsivité, au moins 6 des, alors on dit symptômes, moi je préfère parler de manifestations pour justement éviter d'être trop dans le langage, médical, mais bon, c'est une réalité. Il faut avoir au moins 6 des symptômes décrits. Si c'est un diagnostic fait à partir de l'âge de 17 ans, le nombre descend à 5 et que ces symptômes aient persisté, au moins pendant 6 mois et à un degré qui ne corresponde pas, en fait, à quelque chose qu'on peut attendre «normalement» entre guillemets des enfants ou ados de l'âge correspondant à votre enfant. Donc il y a différents symptômes qui sont cités, je ne les ai pas tous mis, mais il y en a quand même déjà une bonne partie. En matière d'inattention, ça va être le fait de ne pas réussir à prêter attention aux détails, pardon, donc de passer à côté de certains détails, d'avoir des difficultés pour maintenir son attention sur quelque chose, sur un sujet, de sembler ailleurs quand on parle à l'enfant, de perdre fréquemment ses objets, de ne pas se conformer aux consignes, d'être facilement distrait, d'avoir des difficultés d'organisation de travaux ou d'activités. Et on pense notamment aux devoirs et puis à tout ce qui est scolaire. Donc ça, c'est ceux qu'on retrouve, hein, principalement. Alors, avec une nuance que je n'ai pas fait apparaître sur le PowerPoint, mais qui est vraiment super importante à avoir en tête. D'ailleurs, alors aux États-Unis, on en entend plus parler qu'en France, mais le terme de, déficit d'attention est en fait assez inexact. C'est pas vraiment de l'inattention, ce qu'a votre enfant. Même si effectivement parfois il va pas prêter attention aux détails, c'est parce que ça l'intéresse pas, mais très souvent, il va justement être hyper stimulé par tout ce qui se passe autour de lui. Et donc ça va être typiquement l'enfant qui, va regarder l'oiseau passer, qui va se dire: «Ah bah tiens, il y a quelqu'un qui passe dans la rue, donc j'arrête de faire ce que je fais» ou «Ouh là là, on commence à voir la lune là-bas, j'écoute plus la maîtresse», enfin voilà. Qui justement va être facilement, distractible en fait. Et à l'inverse, ce sont des personnes qui vont pouvoir avoir une attention hyper soutenue pendant des heures sur un sujet qui les intéresse. Donc c'est en ça que le terme déficit d'attention est pas vraiment juste, puisque, c'est plus une attention qui va fluctuer en fonction de l'intérêt qu'on a. Et d'ailleurs, c'est ça qui va être très déstabilisant pour beaucoup de parents ou beaucoup d'enseignants, c'est de se dire: «Bah non, quand il veut, il peut
être attentif à quelque chose. Donc là, s'il ne l'est pas, c'est qu'il est fainéant, c'est qu'il le fait exprès, c'est qu'il me provoque. Ben non, c'est juste que son cerveau est câblé pour effectivement, là c'est toute une histoire, hein, qui rentre en compte de ce qu'on appelle, la dopamine, qui a plus de mal à se mobiliser et qui est souvent en quantité moindre dans le cerveau des personnes TDAH, mais qui va être très mobilisée quand, l'enfant ou l'ado est sur une tâche qui lui plaît. Vous allez le remarquer très souvent à travers les écrans, les jeux vidéo, mais ça peut être aussi pour un ado qui est passionné par la musique, quand il va jouer de la musique, il peut se concentrer dessus pendant des heures et tout simplement parce qu'il y a un afflux de dopamine qui se fait à ce moment-là, donc qui lui apporte du plaisir, de l'attention, de la motivation et donc il va continuer. Malheureusement, dans la plupart des matières scolaires et dans la plupart des écoles, son attention va pas forcément, toujours accrocher et puis surtout, il va y avoir plein de distractions dans la classe qui font que ça sera beaucoup plus compliqué pour lui de rester avec son attention soutenue. Donc ça, c'est pour l'inattention. Et c'est ce qu'on retrouve quand même le plus souvent, soit un profil avec, inattentif, soit un profil combiné. Il est quand même beaucoup plus rare d'avoir juste une hyperactivité, impulsivité qui est détectée. Au niveau des critères des manifestations ou symptômes, donc pour l'hyperactivité, impulsivité, ça va être des personnes qui remuent, facilement les mains ou les pieds, qui se tortillent sur leur siège, qui se lèvent quand ils ne devraient pas le faire. Typiquement, ça va être l'enfant qui se lève à table, hein, l'enfant que vous n'arrivez pas à garder à table alors qu'il a atteint un certain âge où, il serait en capacité de rester assis plus longtemps. L'enfant qui se lève aussi en classe, hein, ça les enseignants le notent et puis, bah, n'apprécient pas du tout. L'enfant qui va courir, grimper partout, mais dans des situations qui sont, même inappropriées. L'enfant qui va avoir du mal à se tenir tranquille, dans des jeux ou dans des activités de loisirs, qui va être souvent ce qu'on appelle sur la brèche ou alors monter sur ressort, hein, on entend souvent ces expressions-là. L'enfant qui parle trop souvent, qui a des difficultés à attendre son tour, qui va avoir tendance à interrompre, à couper la parole. Alors ça, c'est normal chez un enfant assez jeune, puisque, les enfants, notamment jusqu'à 5, 6 ans, mais plutôt même 8, 10 ans, puisque la maturité cérébrale va se faire plus lentement chez les personnes TDAH. L'enfant jusqu'à 5, 6 ans est dans l'immédiateté. Donc il va souvent avoir tendance à couper la parole, à pas pouvoir attendre son tour. Il ne comprend pas cette prise de recul qui est nécessaire. Ça va perdurer chez les enfants TDAH et même chez les adultes, hein. Les adultes TDAH ont très souvent tendance à vouloir prendre la parole, à interrompre, à s'immiscer dans la conversation. Donc ça, ce sont les symptômes, les manifestations qu'on retrouve, vraiment en matière, d'hyperactivité et d'impulsivité. Alors ces symptômes, ils doivent être, présents avant l'âge de 12 ans. Hem, Ça a à voir avec les parents quand les diagnostics sont faits un peu plus tard. Mais de toute façon, souvent, il y a pas vraiment à tortiller. C'est plus que, on n'y a pas forcément été sensible, mais voilà, on les retrouve, hein, de toute façon, avant l'âge de 12 ans, mais ça fait partie des critères. Et ils doivent être présents dans au moins 2 situations. C'est-à-dire que le professionnel qui va poser, enfin en tout cas, voir s'il y a un TDAH ou pas, va voir si ces manifestations se présentent au moins dans 2 situations. Alors on dissocie la maison, donc tout ce qui se passe, chez nous, l'école ou le travail pour les adultes, les situations, amicales ou familiales et puis éventuellement dans les autres activités, par exemple extrascolaires et cetera. Si on le retrouve dans au moins 2 domaines et on verra tout à l'heure que les questionnaires, de ce fait, sont, doublés, c'est-à-dire qu'on interroge, en principe les parents et les enseignants. À ce moment-là, on pourra poser diagnostic de TDAH si c'est présent dans au moins 2 situations. Et puis dernière chose, il faut que ces manifestations interfèrent ou qu'elles diminuent la qualité du fonctionnement social. Donc il y a un impact dans les relations sociales, on le voit très souvent dans les relations amicales notamment pour ces enfants-là, dans le domaine scolaire ou dans le domaine professionnel. Voilà, donc ça, ce sont vraiment les 4 critères qui permettent de poser le diagnostic de TDAH. Je te laisse défiler, Lucile. Voilà. Alors, par qui va être posé ce diagnostic?
Il doit être posé absolument par, un médecin. Oui, le terme n'est pas très bien choisi. Médecin spécialiste du TDAH, en tout cas professionnel, hein, spécialiste du TDAH. Ça peut être, un ou une pédiatre, neurologue, neuropsychologue, psychiatre ou psychologue pour enfants. Donc là, on sort de la catégorie, hein, du médecin. Ce qui est super important, c'est que, la personne qui réalise le diagnostic ait vraiment une bonne connaissance du TDAH et soit en capacité de distinguer le TDAH d'autres problèmes qui peuvent, entraîner des symptômes similaires. On a notamment la, des choses comme, bah, la dépression, hein, notamment, le manque de sommeil et cetera, qui vont pouvoir altérer les capacités d'attention de l'enfant et qui pourraient éventuellement mener à un diagnostic, de TDAH alors qu'il n'y en a pas. Donc c'est vraiment hyper important de se tourner vers un professionnel, qualifié. Ne pas hésiter à solliciter les associations qui œuvrent en matière de TDAH pour avoir, accès à des professionnels par connaissance notamment. Heu, Moi, si certains d'entre vous en ont besoin, j'en connais 2, une pédiatre spécialisée dans le trouble des apprentissages sur Paris et une psychologue aussi spécialisée à la fois dans le TDAH. Alors ces 2 professionnels-là sont spécialisés dans le TDAH, le haut potentiel intellectuel et plus largement tous les troubles neurodéveloppementaux. Et ça, c'est aussi, à mon sens, quelque chose d'assez important parce que très souvent, on va retrouver plusieurs particularités, enfin très souvent, en tout cas ça arrive chez certains enfants. Vous voyez, moi, par exemple, mes filles sont à haut potentiel intellectuel et TDAH. Et ce qui s'est passé pour elles, c'est que le haut potentiel a, pendant longtemps, masqué, le TDAH. Et donc celui-ci a été découvert que plus tard. Et il est important d'avoir des professionnels qui vont pouvoir prendre en compte aussi certains biais. Par exemple, dans un diagnostic pour le haut potentiel intellectuel qui va être réalisé via le WISC, on peut déjà noter parfois certains signes qui, peuvent mettre sur la piste également du TDAH et qui vont même, avoir pour conséquence de faire baisser les scores obtenus sur certains items, notamment en matière de mémoire de travail et cetera. Un spécialiste qui est vraiment formé à ces questions-là va pouvoir prendre en compte ce biais-là pour, éventuellement quand même, arguer qu'il y ait un haut potentiel intellectuel, bien que, le score total soit en dessous de 130 parce que finalement l'enfant va avoir un profil hétérogène, parce que la mémoire de travail va être moins bonne justement du fait de ce TDAH, mais que c'est pas pour autant qu'il est pas haut potentiel intellectuel finalement, parce que tous les autres indices et les autres résultats de tests permettent justement de, voir qu'il y a ce haut potentiel intellectuel. Et puis, alors on a aussi fréquemment, hein, ce qu'on appelle des comorbidités. Là aussi, on est dans le langage, médical. En tout cas, d'autres particularités, d'autres troubles, qui peuvent s'ajouter au TDAH. Donc ça va être notamment des troubles 10 divers et variés. Ça peut être aussi, le trouble du spectre autistique. Ça peut être des syndromes tels que le syndrome Gilles de la Tourette pour certains enfants. Voilà, donc on a différentes comorbidités et c'est pour ça que c'est bien d'avoir un professionnel qui a quand même une vision assez pointue du TDAH, mais aussi un regard sur les autres particularités neurodéveloppementales et sur le haut potentiel intellectuel. Alors comment se fait ce diagnostic? Le professionnel va d'abord analyser les comportements de l'enfant. Ça va passer par tout un entretien avec l'enfant, avec ses parents, pour pouvoir voir quels sont les comportements, dans quelle mesure, depuis quand ils sont là, à quelle intensité. Parce que, les professionnels peuvent, c'est pas toujours le cas, hein, mais quand un diagnostic de TDAH est posé, certains indiquent si on est dans le cas d'un TDAH faible, modéré ou sévère. Mais bon, c'est pas systématiquement le cas. Dans les comorbidités aussi, on peut avoir, oui, je reviens juste un peu avant, ce qu'on appelle le TOP, trouble de l'opposition avec provocation. Alors là aussi, je suis vachement réservée, sur ce terme-là. Je ne nie pas qu'il peut y avoir effectivement beaucoup d'opposition de la part de ces enfants, mais ça s'explique aussi, hein, par rapport à tout ce qu'ils peuvent vivre en termes de frustration, du fait de leur particularité, neurodéveloppementale et donc
des particularités de leur cerveau qui est, je le répète, câblé différemment. La provocation, je pense, intervient petit à petit au moment où les relations se dégradent. Donc c'est important de mettre le doigt dessus et je nie pas, hein, l'importance de poser éventuellement le diagnostic de TOP. Par contre, si c'est le cas avec vos enfants, je vous invite surtout à le mettre, de côté, ce diagnostic, et surtout à ne pas insister dessus auprès de l'enfant. Parce que les enfants vont se conformer à l'étiquette qu'on pose sur eux. Et ce terme de TOP est une véritable étiquette qui peut devenir un poison. L'enfant va se dire: «Bah ouais, OK, je suis quelqu'un qui est dans l'opposition, qui provoque, je suis méchant», hein. Il va aussi y avoir un impact non négligeable sur l'estime de soi, et surtout, il va continuer à se conformer à ça, à continuer à être systématiquement dans l'opposition et dans la provocation. Donc là aussi, je vous invite à faire un shift complet pour, sortir de cette étiquette. Donc, je reviens sur, comment se fait le diagnostic. Donc il y a une analyse des comportements, depuis quand ils sont là, quel est l'impact aussi, à la fois donc en famille, à l'école, sur les activités extrascolaires et cetera. Un examen clinique complet, des questionnaires, ça c'est aussi une étape indispensable pour poser le diagnostic, et donc ces questionnaires, c'est ce qu'on appelle le brief, BRIEF, qui est donné aux parents qui ont à le remplir par rapport au comportement de l'enfant à la maison, aux enseignants, à l'équipe enseignante. Donc c'est d'autant plus facile que c'est fait en primaire parce qu'on a un ou une enseignante qui va avoir l'enfant toute la semaine. C'est un peu plus compliqué déjà à partir du collège où on a une équipe éducative plus élargie. Et puis à partir de 10 ans, on considère aussi que l'enfant peut participer à l'élaboration de ce questionnaire. Il est en capacité de le faire. Et donc ce questionnaire, selon les résultats, va permettre d'orienter le professionnel, sur la voie du TDAH ou pas. Et très souvent, hein, ça va être complété, par ce qu'on appelle des tests attentionnels, et c'est notamment un test qui s'appelle le NEPSI, donc qui va être réalisé avec l'enfant seul. Donc c'est à l'issue de tout ce processus que le diagnostic de TDAH sera ou non posé. Alors, pourquoi il est, à mon avis, important de poser un diagnostic de TDAH? Eh ben, déjà, il est important, à mon sens, de s'orienter vers ça quand on a quand même, la puce un peu à l'oreille par rapport, aux différents comportements, manifestations dont j'ai pu vous parler un peu plus haut. Mais, c'est le cas notamment aussi quand il y a des difficultés scolaires qui peuvent être plus ou moins fortes, hein, qui peuvent même aller jusqu'à la phobie scolaire pour certains. On a quand même, pas mal d'enfants en phobie scolaire qui, effectivement, s'avèrent, avoir un TDAH, ou en tout cas une particularité neurodéveloppementale. Tout simplement parce que le système scolaire en France est pas fait pour, les enfants qui raisonnent différemment, qui ont un cerveau câblé différemment. Donc, certains réussissent malgré tout, et c'est tant mieux, mais au prix de très, très gros efforts. Pour d'autres, hein, ça devient extrêmement compliqué et on peut avoir un décrochage aussi. Je vous invite aussi à vous orienter vers le diagnostic s'il y a des difficultés relationnelles qui sont importantes. Alors ça peut être, avec les parents, parents-enfants, avec, la fratrie, la famille, mais les amis aussi, ça doit être un indice. Et puis quand on ressent un mal-être de la part de l'enfant. Parce qu'être, différent, avoir des particularités, se sentir différent de ses pairs, c'est compliqué et ça entraîne très souvent un mal-être. Pourquoi ce diagnostic, il est important? Bah, je trouve que d'une part, il est important à condition de pouvoir en tirer aussi, les forces et ne pas le voir que comme un handicap, même si c'est comme ça qu'il est très souvent présenté, et ne pas le voir que comme une maladie et une fatalité, même si effectivement, quand on l'apprend, bah, faut encaisser le coup parce que c'est pas rien. Mais ça permet d'ores et déjà, dans un premier temps, pour l'enfant lui-même ou l'ado, de mettre un mot, des mots sur sa différence. Et ça va lui permettre un peu de mieux comprendre, comment son cerveau se développe, comment son cerveau fonctionne, et puis comment il va pouvoir, justement travailler sur ses forces, ses faiblesses pour s'en sortir le mieux possible dans la vie. Pour les parents, là aussi, ça va être l'occasion de s'intéresser au TDAH
Et je sais que moi, c'est quelque chose auquel je tiens énormément, que ce soit, à travers, mon site, les réseaux ou, dans mes formations et accompagnements, d'expliquer, quelles sont les particularités neurodéveloppementales et quel impact ça a sur l'enfant lui-même, sur les relations avec les autres, sur la vie quotidienne et tout ça. Pourquoi c'est important? Bah, parce que ça va permettre de prendre du recul, de sortir de, ces étiquettes qu'on colle très souvent à ces enfants et ces ados-là, à savoir qu'ils sont paresseux, qu'ils y mettent pas du leur, qu'ils sont provocateurs et cetera. Alors que non, ce qui se passe, c'est que, en tout cas toute l'enfance et même la plupart du temps pendant l'adolescence, bah, simplement ils essayent, ils font du mieux qu'ils peuvent, mais ils n'y arrivent pas. J'avais encore une maman qui m'écrivait ça tout à l'heure, qui me disait que son fils de 6 ans lui avait dit: «J'essaye maman, mais c'est plus fort que moi, j'y arrive pas. J'essaye, mais j'y arrive pas». Ouais, c'est pas de la mauvaise volonté, c'est que c'est beaucoup plus compliqué et ce sont des phénomènes, neurologiques et neurobiologiques qui sont en cause et qui expliquent tout ça. Donc cette prise de recul, elle va vous permettre aussi en tant que parent et plus largement en tant qu'adulte, d'être dans un accompagnement qui corresponde aussi de façon aussi proche que possible aux besoins de l'enfant et bah, vous permettre d'avoir du coup des relations plus apaisées aussi et puis d'aider l'enfant à faire de son TDAH une force, en fait. Parce que, bah, vous l'avez peut-être vu si vous avez regardé la vidéo de présentation avant de vous inscrire sur le site de Parents pour demain. Et ben, il y a plein d'artistes, il y a plein de personnes, il y a plein de personnes qui ont monté leurs entreprises, qui ont créé des nouveaux métiers, des nouvelles activités qui sont TDAH. Comme quoi, ça peut être aussi une très grande force dans notre monde qui a plus que jamais besoin de ce qu'on appelle la neurodiversité, la différence des cerveaux, la variété des cerveaux. Donc parents, ça va vous aider de savoir ça, de vous intéresser au TDAH, de vous faire accompagner. Parce qu'effectivement, c'est pas facile d'avoir un enfant, un ado, voire plusieurs, parce qu'il est fréquent d'en avoir plusieurs dans une même fratrie. Et donc, il est important dans ces cas-là de se faire accompagner. Alors là, je mets un warning. Moi, ça fait partie de ma particularité en tant qu'accompagnante en parentalité respectueuse. C'est que j'invite vraiment à éviter de se former à ce qu'on appelle la guidance parentale type méthode Barclay ou PEHP, ça s'appelle PEHP Barclay, le programme d'études aux habiletés parentales qui est malheureusement encore proposé en France par 90 voire 95% des professionnels de santé qui reçoivent les parents d'enfants TDAH. Pourquoi je mets un grand warning? Parce qu'en fait, cette méthode Barclay, elle a été mise au point dans la deuxième partie des années 90 par le professeur Barclay, qui a beaucoup fait pour le TDAH et fait avancer la recherche là-dessus, qui est donc un psychiatre, psychologue ou psychiatre, je ne sais plus, américain. Mais sauf que cette méthode, elle est antérieure à tous les apports des neurosciences affectives et sociales qui se développent depuis le début des années 2000 et qui nous montrent notamment, qui nous ont permis de mieux comprendre non seulement le TDAH, mais surtout les impacts que nos actes en tant qu'adultes pouvaient avoir aussi vis-à-vis des enfants, notamment donc en matière de violence éducative. Et il y a plusieurs choses, autant il y a des choses auxquelles j'adhère encore dans cette méthode Barclay, autant il y en a qui, pour moi, sont dangereuses en ce sens que si elles apportent effectivement des résultats immédiats, ce n'est pas parce que l'enfant comprend ce qui se dit, mais c'est simplement parce qu'il va agir sous le coup de la peur et la nécessité de se conformer à ce que l'adulte attend de lui. Ouais. Au prix d'une grande... Oui, pardon, Non, pour Lucille. abonder dans ton sens, les méthodes qui sont magiques, de toute façon, Ça souvent n'existe pas. il y a un biais derrière. Donc, je ne connais pas. Je ne suis pas experte du TDAH, donc la méthode Barclay, mais les méthodes qui marchent comme ça, souvent, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui est sous-jacent. Et voilà, comme tu disais, les neurosciences nous ont expliqué que voilà, l'éducation, c'est un long chantier. Donc, voilà, je te laisse poursuivre. Merci Lucille. Et un chantier tout personnel. Et en fait, je rejoins complètement Lucille. Pour moi, il n'y a pas de méthode magique en matière de parentalité. Il y a plutôt un travail à faire sur soi-même pour réfléchir sur sa posture et pouvoir trouver la bonne posture qui correspond pour ses enfants et soi-même.
Alors ça n'empêche pas effectivement de se baser sur certains outils, notamment de communication, et cetera, qui sont intéressants, mais il n'y a pas de méthode clé à appliquer. Et la méthode Barclay, c'est ça, hein, c'est une méthode en 10 étapes avec, notamment, ce qu'on appelle le time out, le fait d'isoler l'enfant, de le mettre face à des émotions fortes et de le laisser gérer tout ça tout seul, et cetera. Voilà. Donc, si vous voulez en savoir plus là-dessus, on vous communiquera aussi l'adresse de mon site pour que vous puissiez creuser un peu ces questions-là si vous le souhaitez. Ensuite, l'intérêt du diagnostic, c'est aussi de pouvoir avoir un accompagnement sur mesure de votre enfant ou de votre ado par les professionnels dont il aurait besoin, qu'il s'agisse de psychologues, de psychomotriciens ou encore de sophrologues qui peuvent faire des travaux très intéressants avec l'enfant sur tout ce qui est émotion, etc. C'est aussi le passage obligé pour obtenir des aménagements scolaires, notamment des plans d'accueil particuliers ou des PPS s'il y a une reconnaissance de handicap. Et puis, c'est le passage obligé aussi pour essayer de décrocher la reconnaissance de handicap qui va pouvoir permettre notamment des prises en charge financières parce qu'accompagner correctement un enfant, ça a un coût non négligeable d'un point de vue financier. Selon l'intensité aussi du TDAH, voire des autres particularités de l'enfant, ça peut même être aussi des difficultés pour un des deux parents de poursuivre son emploi à temps plein, etc. Et donc, dans ces cas-là, via la MDPH, d'avoir éventuellement la reconnaissance du statut d'aidant et une compensation financière. Et c'est en ça que la reconnaissance de handicap peut être intéressante. Alors, on vous a promis 2 astuces concrètes pour commencer à apaiser les relations avec votre enfant. Je vais vous les livrer tout de suite avant qu'on puisse parler un petit peu de la suite du projet, je crois, et puis surtout avoir du temps pour répondre à vos questions. Les 2 Parce astuces que qu'il je y vous a eu des donnerai, la questions. première. Il y a eu des questions. Ouais, 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 je vois qu'il y a des petits. Voilà. Donc, la première, c'est ce que j'appelle la connexion ou reconnexion. Pour moi, c'est un des piliers dans la parentalité de rester connecté avec son enfant. Et c'est important de le faire quand il est jeune, de le poursuivre à l'adolescence, cette connexion, mais de manière différente, en prenant en compte les besoins de l'adolescent, ou de reconnecter si jamais le lien s'était un peu brisé. Pour ça, une des astuces que je vous donne, c'est de commencer, si ce n'est pas déjà le cas, à vous intéresser à un des centres d'intérêt de votre ado. Qu'il s'agisse de jeux vidéo, d'un instrument de musique, d'une passion pour les mangas ou je ne sais quoi. Essayez d'aller tout doucement vers votre ado et de lui demander s'il veut bien vous faire un peu découvrir une de ses passions en posant une ou deux questions, en y allant petit pas par petit pas. Et je vous le souhaite aussi de prendre du plaisir, de découvrir quelque chose d'autre à travers votre ado et de passer des moments de qualité et de connexion à ces moments-là, en fait. Et puis la deuxième astuce, c'est d'essayer de commencer à diminuer les tensions. Il est très fréquent qu'il y ait des tensions avec un enfant, un TDAH qui réagit mal à la frustration. Ça peut monter très vite, très fort, très haut. Ça peut être avec des portes qui claquent, ça peut passer ensuite aux insultes et compagnie. Moi, ce que je vous suggère, c'est d'ignorer les comportements mineurs d'intolérance et ou de frustration que peut avoir votre enfant. Ouais, ok, votre enfant est rentré en colère et il a mal pris quelque chose que vous avez dit, il a claqué la porte. Moi, personnellement, j'en suis venue à me dire, ok, elle claque la porte, je sais qu'elle est en train de décharger de son émotion de colère liée à la frustration. Est-ce que c'est si grave que ça pour moi? Non. Donc, je laisse passer ce type de comportement-là. Peut-être que pour vous, c'est impossible de laisser passer un claquement de porte. Ok, trouvez autre chose pour essayer de diminuer les tensions, mais vous verrez que sinon, vous allez vous crisper sur des petites choses qui finalement vont passer d'elles-mêmes. L'enfant va se calmer, l'ado va se calmer, et les relations redeviendront plus sereines quelques minutes ou heures après ou le lendemain. Et puis surtout, quand votre ado a une réaction vis-à-vis de vous, de vous dire: «C'est pas contre moi, c'est pas forcément contre moi», ne pas tout prendre à cœur, comme si votre ado vous en voulait. Vous êtes aussi, en tant que parent, la figure d'attachement de l'enfant. En tant que maman, très souvent, vous êtes la figure d'attachement principale. Vous êtes celle sur laquelle il va décharger toutes les tensions qu'il a pu accumuler en milieu scolaire, qu'il a pu accumuler avec ses amis, avec l'autre parent, avec la fratrie. Donc OK,
pas le droit, enfin moi c'est mon cas, non, j'accepte pas que tu me parles mal, que tu m'insultes, toutes ces choses-là. On en reparle à froid éventuellement, mais beaucoup de choses, de ne pas le prendre mal et de se dire: «OK, là, il y a des choses qui vont pas dans sa vie, elle est frustrée et cetera. Je prends un peu de recul, c'est pas contre moi et du coup, vous allez réussir à beaucoup mieux gérer les choses». Pour aller dans ton Voilà. sens, Céline, parce que je partage, je plus sois et quel que soit l'âge des enfants et quelle que soit leur particularité, qu'ils en aient ou pas. Je pense qu'on voit aussi trop souvent la relation parent-enfant globalement, là on parle du TDAH, mais je pense que on peut mettre ça au pluriel, comme un combat, comme un duel et où il faudrait qu'il y ait toujours un gagnant en fait. Et en fait, on est gagnant à pas avoir de tension, en tout cas à les diminuer. On est gagnant à ne pas avoir cette relation comme un combat et personne va gagner et surtout pas vous si vous rentrez en Mmh. conflit comme ça avec votre enfant. Donc c'est très compliqué. On est bien placés pour savoir, on a toutes les 2 des enfants et c'est voilà, c'est pas simple. Parfois on craque, parfois on n'est pas parfait et c'est pas l'idée de ce message. C'est juste de dire que quand on peut et quand on a les ressources parce que, on a eu du temps pour soi dans la journée, parce qu'on est en forme, parce qu'on a bien dormi, parce qu'on a bien mangé, laisser couler pour qu'en fait, ce soit plus constructif. Parce qu'on sait qu'un cerveau qui est plein de cortisol et sur qui on a crié va pas du tout intégrer le message derrière et que l'objectif, c'est Mmh. quand même que ces comportements inadaptés cessent. Mais si vous le dites en criant, ça sera jamais parce qu'il comprendra pas. Mais voilà, mais je plus sois. C'est génial. Merci Céline. Avant peut-être que je passe aux questions, je veux juste, ajouter le témoignage de Véronique qui est là, mais que j'ai eu en privé. On a dû avoir, Lucille, Oui, qui a dit tout à l'heure, «Mon fils a été diagnostiqué assez tôt, donc les institutrices ont toujours été assez bienveillantes, mais les parents des camarades de classe qui n'ont pas été informés du diagnostic de mon fils m'ont souvent renvoyé l'impression ou le sentiment que mon enfant était mal élevé, avec un regard assez réprobateur sur lui, allant jusqu'à me dire: "En fait, il est gentil"», une fois qu'ils ont eu l'occasion de le connaître avec lui, de passer du temps avec lui, quoi. Ouais, tout à fait. Je connais complètement ça et ça fait du bien quand, les personnes vont vraiment en profondeur pour connaître nos enfants et qu'est-ce qu'on peut se sentir mal, que ce soit à travers les parents qui nous voient, à l'école ou, dans les transports en commun ou ces choses-là aussi, quand on a des enfants qui bougent tout le temps, qui coupent la parole ou quoi et qu'on reçoit plein de jugements et de regards réprobateurs. Tout à fait. quand tu as parlé des symptômes, même pour des manifestations, quel que soit le terme qu'on emploie, il y a une personne qui nous a dit beaucoup de disputes avec les amis, par exemple. Est-ce que ça peut être, un signe, voilà, de désaccordage peut-être par rapport à ses pairs? Ça après ça peut être, vraiment multiple, hein, mais je pense que là, faut essayer de creuser, mais effectivement, ça peut parce que c'est compliqué ça peut être compliqué pour se lier d'amitié, ça dépend. Moi, personnellement, j'ai les 2 cas. J'en ai une qui a beaucoup d'amis et pour qui c'est très simple et plutôt fluide et puis l'autre pour qui, lier des amitiés est quand même quelque chose d'assez compliqué parce que peut-être considérée comme trop exubérante par les autres ou trop envahissante ou avec des gestes trop maladroits et cetera. Mmh. Après les disputes à l'adolescence, c'est compliqué à dire, parce qu'il peut y avoir tellement de sujets, qui peuvent interférer entre amis que c'est un peu plus compliqué à dire, ouais. Alors j'ai un autre message, alors il est un peu long. Comment faire la part des choses entre TDAH et troubles 10 qui peuvent être associés? Et dans quel cas et en cas de troubles associés, quel type de prise en charge préconisez-vous? Mon fils a des troubles plus du graphisme, rééducation de l'écriture avec prise en charge type graphothérapeute, PEC en charge en ergothérapie pour axer sur le passage à l'ordinateur. Mmh. Donc en fait, c'est vraiment la part des choses entre un TDAH et un trouble 10 qui serait apparemment important et notamment, au niveau du graphisme. Oui, apparemment, on retrouve ça assez fréquemment, effectivement que des enfants TDAH et en parallèle, des troubles dits, notamment, dyspraxie et cetera, des problèmes d'écriture. Là, je pense moi, c'est pas ma qualification. Il faut vraiment s'en remettre à l'avis des professionnels par rapport à ça. J'ai vu pas mal d'enfants, ados TDAH qui étaient effectivement pris en charge par une graphothérapeute et puis par une ergothérapeute pour petit à petit passer à l'ordinateur et leur permettre de suivre une scolarité plus douce. Parce que, alors les enfants et les ados TDAH font face à de véritables challenges avec ce qu'on appelle les fonctions exécutives.
Les fonctions exécutives, pour schématiser, hein, c'est vraiment un sujet ce qui pourrait prendre carrément 1 heure d'atelier au moins, même plus. Les fonctions exécutives, c'est en fait tout ce qui nous permet d'accomplir une tâche, de remplir un objectif. Donc ça passe par l'organisation, la planification, la régulation des émotions, etc. Et notamment pour beaucoup d'enfants TDAH, il va y avoir un souci aussi au niveau de la mémoire de travail qui fait partie de ces fonctions exécutives. La mémoire de travail, c'est la capacité de retenir des informations tout en commençant à en écouter d'autres ou de réussir à en traiter en ayant d'autres qui sont en train de rentrer dans le cerveau. Le recours à un ordinateur peut effectivement grandement aider l'enfant qui a du mal à écrire, parce que du coup, il ne va pas avoir son attention à mettre sur l'écriture, mais ça va être beaucoup plus facile pour lui de taper sur un clavier, d'autant qu'il aura été pris en charge par une ergothérapeute qui souvent va venir en milieu scolaire montrer comment utiliser ces outils, etc. Ça peut être aussi le fait d'avoir l'autorisation d'avoir une scannette, donc un petit scan portable pour pouvoir scanner les copies, les cahiers des copains avant de sortir de cours, etc. Et je pense que tous ces outils-là sont hyper importants parce que pour le coup, ça va dégager l'enfant d'un souci et lui permettre de mieux se concentrer sur ce qui va être dit par l'enseignant en face. On avait eu une question initialement sur ce biais qu'on peut avoir et des enfants qui sont potentiellement pas de TDAH, je mets potentiellement parce qu'on ne sait pas trop, mais qui ont un souci d'impulsivité. On a eu une question de Constance, par exemple. Est-ce que ça veut dire que, alors je vais poser plein d'hypothèses, le professionnel n'est pas assez formé et n'a pas vu le TDAH? Est-ce que l'enfant a d'autres neuroatypies type 1 au potentiel qui font que ça cache un peu le reste? Il y a tout ça est possible, effectivement. Donc, je ne sais pas, oui, si Constance, c'est ça, hein, vers quel type de professionnel vous vous étiez Oui, tournée? elle a répondu. Je me rends compte que mon fils n'a pas fait tous les examens, faut-il les refaire? Bah oui, clairement, s'il n'a pas fait tout ce que Céline a évoqué et que vous voulez poser le diagnostic, il faut faire les examens. Et pour le coup, Ouais. bah, peut-être, je sais que Constance était sur la région parisienne, peut-être contacter Céline pour avoir les professionnels qui sont vraiment formés parce qu'on a un peu ce souci en France. On voit un pédiatre et hop, c'est bon. Sauf qu'en fait, les pédiatres ne sont pas formés à tous ces sujets. Donc, Tout à fait. Ouais, il a fait le WISC, un questionnaire que nous avions rempli. Donc ouais, le donc, WISC, c'est le test qui est fait pour le haut potentiel intellectuel. Alors effectivement, le WISC et le questionnaire, j'imagine que c'est le brief, hein. Il avait dû être rempli probablement par la famille et par les enseignants. Parfois ça suffit à déterminer qu'il y a un TDAH, justement parce que notamment l'item mémoire de travail s'effondre complètement. Donc voilà, pour un professionnel notamment qui suit l'enfant depuis 2-3 ans, moi ça a été le cas avec une de mes filles. On a repassé un WISC 7 ans plus tard, mais c'était la même professionnelle. Et elle a pu constater l'écart entre le précédent WISC et celui-ci, notamment sur la mémoire de travail, complété avec le brief qu'on avait fait juste avant à côté. M'a dit c'est même pas la peine d'aller jusqu'au NEPSI parce que là j'ai tous les éléments avec l'examen clinique en plus et tout le suivi qu'elle avait de l'enfant depuis 7 ans en pointillé et puis depuis quelques mois avant plus profondément, sachant qu'elle s'était demandé s'il n'y avait pas, du fait d'un éventuel comportement dépressif, si l'inattention n'était pas due à ça. Et elle s'est rendue compte à travers le brief que non, qu'il y avait bien effectivement un TDAH. Ouais. Ouais, que par la famille et le pédopsychiatre avait conseillé. À voir, en tout cas, ça peut valoir le coup au moins de remontrer les résultats des tests qui ont déjà été faits, peut-être à un autre professionnel de santé. Donc éventuellement, moi, je peux donner les coordonnées de la pédiatre en question qui tu pourra l'as bien rejeter dit, un œil à c'est ces bilans intéressant déjà d'avoir réalisés. Ouais, ouais. deux environnements. Et là, si c'est que la famille qui l'a rempli, bah, on a un biais dans, dans les réponses. Oui, et là, effectivement, je rebondis sur le message de Marie-Christine, que je connais bien, qui est référente, une des référentes Île-de-France de l'association Phobie scolaire, l'association APS. Je vous invite à aller consulter absolument leur site, notamment si votre enfant commence à avoir du mal avec l'école.
parce qu'il y a des feuilles de route et des pistes extrêmement intéressantes. Et donc, Marie-Christine nous dit qu'ils ont quelques noms de thérapeutes, psychiatres ou psychologues spécialisés dans le TDAH eux aussi. Donc, n'hésitez pas à envoyer un mail au correspondant de l'association. Et sur le site, vous trouverez une page, il y a des correspondants dans toute la France. Donc ça, c'est aussi extrêmement intéressant d'aller voir sur le site de l'association Phobie scolaire. Si vous manquez des infos, vous nous écrivez et on vous renverra tout ce qu'il faut. Oui, merci Céline, on va répondre. Et Marie-Christine, ouais, je regarde un petit peu plus haut, j'ai vu que Marie-Christine était arrivée un peu plus tard suite à un petit bug, désolée, et loupé le début de l'exposé. Oui. J'ai effectivement parlé du TDA sans hyperactivité. Quel signe lorsque le haut potentiel compense par ailleurs et qu'il n'y a pas d'hyperactivité? C'est difficile justement à détecter, c'est beaucoup plus difficile et c'est là où il est important éventuellement de refaire passer peut-être un WISC pour pouvoir comparer un éventuel effondrement des résultats, notamment sur la mémoire de travail, mais je crois qu'il y a d'autres items aussi qui peuvent donner une piste et éventuellement, en cas de doute, de basculer sur le NEPI. Les tests attentionnels vraiment dédiés pour déterminer s'il y a TDAH ou non. Marie. Oui. Donc, merci à tous pour vos questions. Merci Céline pour cet exposé vraiment très riche. Donc, qu'est-ce que c'est la suite? Parce que c'était qu'une introduction, une mise en bouche. En quoi consiste le NEPSI par rapport au WISC? Oui, alors attends, je le rouvre vite fait pour vous dire les tests qu'il peut y avoir dans le NEPSI. Dans le NEPSI, les catégories qui sont... Alors, il y a une anamnèse, bien sûr, aussi, qui est faite pour mieux comprendre la situation de l'enfant dans son environnement familial, scolaire, etc. Et en fait, il y a différentes épreuves qui permettent d'évaluer l'attention et les fonctions exécutives. Donc, attention auditive, soutenue, simple, la catégorisation, le fait de réussir à formuler des concepts, à agir sur des concepts, etc. Il y a une épreuve de dessin pour voir dans quelle mesure il y a une certaine fluidité ou pas. Il y a une épreuve qui s'appelle horloge pour voir tout ce qui est planification, organisation. On est vraiment dans tout ce qui est fonction exécutive, en fait. Il y a aussi tout ce qui est inhibition, pour voir la capacité d'inhibition, parce que ça, c'est quelque chose qui est extrêmement présent dans le TDAH. C'est notamment la capacité à ne pas se précipiter pour répondre, ne pas dire des choses qui ne sont pas appropriées à la situation, etc. Donc, on va être vraiment sur un test de ces différentes fonctions exécutives. Super, merci Céline. Merci Marie-Christine pour le lien sur le site APS. Comme oui, ça, merci beaucoup. Je pense que ça va en intéresser plus d'un. Et de toute façon, on le remettra en description pour les gens qui sont en replay et qui ne voient pas ces commentaires. Donc, comme vous avez compris, c'était une introduction. C'était un peu l'apéro du TDAH. On n'avait pas de verre à côté de nous, mais c'était tout comme. Alors, on l'a caché, en fait, surtout, pour faire un peu mieux. L'atelier est déjà disponible. Céline a déjà fait... un travail immense pour accompagner les familles. Donc, l'atelier est déjà disponible. Je vais vous dire comment après. Les prochains ateliers à venir pour Parents pour demain, ce sera sur la confiance inconditionnelle. Apprendre à apprendre. Donc, on est vraiment autour de comment fonctionne mon cerveau pour que je sois plus efficace dans mes apprentissages scolaires. Et la discipline positive, donc vraiment comment poser un cadre en respectant mes besoins, les besoins de mon enfant et les besoins de respect de toute la famille. Donc ça, c'est les ateliers qui sont déjà tournés, mais qui sont en cours de montage et on a beaucoup de boulot pour le monter, n'est-ce pas, Smadi? Donc aujourd'hui, la plateforme en tant que telle, avec tous les ateliers et cette formule qu'on a envisagée sous forme d'abonnement n'existe pas, puisqu'on est vraiment au tout début du projet. Vous assistez à sûrement la première masterclass d'un immense projet qui va naître et on y croit très très fort avec Smadi. Mais donc il faut bien commencer par quelque chose. Et donc là, on vous propose l'atelier sur l'accompagnement des ados TDAH. Donc il va être disponible sur une plateforme qui s'appelle System.io. Vous aurez des accès
des accès à un login, un mot de passe pour vous connecter. Et comment ça marche? On a réfléchi au début, on voulait tarifer cette solution parce que, bah, tout travail mérite salaire. Nous, Parents pour demain, on a payé Céline pour qu'elle travaille parce que c'est une professionnelle et qu'elle a besoin de voilà, d'un salaire pour vivre et c'est totalement normal. Mais là, on s'est dit que pour le lancement et pour avoir, vos retours, pour, construire cette communauté autour de Parents pour demain, on allait faire une participation libre. Vous avez dû entendre parler, c'est assez, ça se fait de plus en plus, ce sujet et donc l'idée, c'est qu'on va vous offrir, l'accès à l'atelier. On y croit tellement fort qu'on sait qu'il va remplir vos attentes, qu'on sait qu'il va vous aider dans votre quotidien et ensuite, vous recevrez un lien qui vous permettra de contribuer à l'essor de Parents pour demain, contribuer à l'essor de cette belle plateforme pour l'accompagnement et contribuer à la création de futurs ateliers pour justement payer l'atelier que vous aurez déjà consommé. Donc en fait, c'est pas comme au magasin, vous n'allez pas payer avant de partir, vous allez consommer et après vous payerez en conscience. Donc ce sera à hauteur des moyens de chacun et en fonction de la valeur que vous en aurez tirée. Vous recevrez tous ces éléments par mail, donc toutes les infos par mail que vous soyez quand vous êtes inscrit à la masterclass. Et puis, on est en train de vous préparer avec plein de professionnels, notamment Céline et d'autres, un super cahier de vacances avec Parents pour demain. L'idée, c'est de recevoir un mail par semaine à partir du 11 juillet sur différentes thématiques, les émotions, les écrans, la sexualité, les apprentissages. Et l'idée, c'est pas de vous en mettre une tartine que vous n'aurez pas le temps de lire, c'est un mail court, efficace, avec un contenu pédagogique, donc une information, qu'est-ce que c'est, comment je fais, comment ça marche, une ressource clé, un podcast, un livre, un article à lire, etc., un article de blog, un jeu ou un petit tips ludique à faire avec son ado, ou en tout cas qui vont permettre d'alimenter les discussions avec son adolescent, et un petit point de vue d'expert où on va vous mettre en lien avec des experts formés sur ces différents sujets. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous écrire aussi. On va aussi ouvrir une boîte sur Instagram pour que vous puissiez vous inscrire. Et ça commence le 11 et vous recevrez ce mail tous les lundis à partir du 11 juillet. Voilà, je vais regarder parce que je crois qu'on a des questions. Alors, on a une question d'Aurore qui est arrivée aussi en cours de route, peut-être à cause du léger bug de lien. Mais voilà, on débute, on va s'améliorer. Quelle différence entre un TSA léger et un TDAH? Bonsoir Aurore. Alors, très humblement, je connais pas assez, je me suis pas assez intéressée au TSA pour pouvoir te répondre. Donc, voilà. En tout cas, c'est deux, Ce sont deux choses différentes. Après, ouais. je pense qu'il peut y avoir effectivement des caractéristiques un peu communes, mais pour ça, il faudrait vraiment creuser tout ce qui est trouble du spectre autistique. Mm. Parce qu'en plus, quand il y a un TSA aussi, il peut y avoir aussi du haut potentiel. Enfin, toutes ces particularités peuvent vraiment venir se mélanger, à tel point que parfois, il est difficile de distinguer ce qui peut caractériser l'un par rapport à l'autre. Voilà. Mais bon, non, je Pour pourrais le pas te répondre. TSA, je ne suis pas formée et pas compétente, mais concernée puisque j'en ai autour de moi très proches. On a quand même deux choses assez significatives qui sont différentes du TDAH. C'est des problèmes ou en tout cas des difficultés dans la communication et dans les habiletés sociales. C'est des enfants qui ont du mal avec des codes sociaux. Et je ne parle pas de comportements qu'on pourrait dire dérangeants, comme Céline on l'a un peu dit. Le TDAH, on va souvent le repérer parce que l'enfant, il n'arrête pas de bouger, parce qu'il ne sait pas se tenir, etc. Et c'est à cause de ça qu'on va potentiellement diagnostiquer. Un TSA, c'est pas ça, c'est plutôt des difficultés à comprendre les codes sociaux, à comprendre les émotions de l'autre. Donc, c'est un petit peu différent. Et vous avez souvent des signes très tôt, notamment des retards au niveau du langage. Très souvent, les enfants qui ont des TSA, même quand ils sont légers, il y a des retards au niveau du langage. Mais voilà, en tout cas, je ne suis pas formée, c'est juste deux petits points parce que j'ai un enfant dans ma famille qui sort de Robert Debré et qui a été diagnostiqué, donc c'est intéressant. Et encore, ça peut... Alors voilà, mais c'est toute la difficulté, c'est qu'on parle d'un spectre, hein, donc ça peut être vraiment différent. Je rebondis parce qu'effectivement, il peut y avoir, ne pas avoir de retard de langage, notamment oui. Parce que tu peux avoir du TSA type Asperger qui est associé à du haut potentiel intellectuel, etc. Je rebondis parce que Marie-Christine connaît bien tous ces sujets-là aussi, je me permets. Elle nous met les zones du cerveau concernées par TSA et TDAH sont les mêmes. Ils sont donc plus souvent associés, mais pas toujours.
Et il y a aussi du TSA, c'est ça, sans déficience intellectuelle et aucun retard de langage. Marie-Christine a ses 3 enfants qui sont concernés. Donc, on peut se retrouver avec tout un panel, en fait, et avoir du haut potentiel intellectuel, du TDAH, du trouble du spectre autistique. Sur les émotions, il y a des choses qui vont se retrouver, parce que véritablement, pour beaucoup, beaucoup de personnes TDAH, la régulation des émotions va être particulièrement difficile, tout comme pour des personnes relevant du TSA, quoi. Mm. Alors, Marie-Christine nous met aussi, il y a un MOOC super intéressant sur l'Université de Genève sur le TSA, pour ceux qui le souhaitent. Et Aurore, pour répondre à ta question, qui n'en est pas vraiment une, l'hôpital Robert Debré a un parcours pour le diagnostic du TSA qui est plutôt très bien ficelé et où c'est une hospitalisation sur 2 jours. Donc, l'enfant ne dort pas à l'hôpital, mais en tout cas, c'est 2 journées complètes où ils enchaînent pour voir des professionnels et qui permet à la fin de poser un diagnostic fiable. Notamment avec de l'imagerie médicale, etc. Ils passent des IRM, ils font... Ah oui, je ne sais pas quel âge elle a, mais en tout cas, nous c'est comme ça qu'on a fait avec notre enfant. Ouais, avant 13 ans, effectivement. Oui, Aurore, son fils, a moins de 13 ans de mémoire. ouais, c'était pas mentionné, mais voilà. En tout cas, Robert Debré est c'est plutôt large comment ils accompagnent. Et puis l'avantage, c'est que c'est pas payant, donc c'est aussi plus accessible pour tout le monde. En tout cas, merci beaucoup. On vous fait un récap par mail avec le lien du replay et comment accéder à la suite de cette intervention. Et voilà, tu as des applaudissements, Céline, par message. Donc, merci encore. Et à très bientôt pour la suite de Parents pour demain. Il y aura d'autres masterclass sûrement à la rentrée. Parce que là, cet été, ça va être compliqué de mobiliser tout le monde. Mais en tout cas, merci à tous pour votre présence. Et merci, Céline, pour ton temps. Belle soirée. Avec plaisir. À très bientôt. Bonne soirée à tous et bravo à Parents pour demain aussi. Merci, Céline. À bientôt. À bientôt.